Comme j'ai dit hier dans le précédent épisode, c'est légendaire. Parce que c'est le deuxième épisode de La Solution, saison 2. Et pour ce deuxième épisode, on va traiter du sujet du marketing, dans la construction, de la communication, de comment aborder les choses sur les réseaux sociaux et autres. Et du coup, j'ai quand même deux invités qui savent de quoi ils parlent. Donc bien sûr, c'est Manon et Grégory Vacconnet. Donc, je vais vous laisser vous présenter succinctement et puis après, on va dérouler l'épisode. Bonjour William, bonjour Manon. Bonjour Greg, bonjour William. Donc je suis Manon de Planche. Je suis spécialisée dans la promotion des métiers manuels. Je travaille du coup pour la Société Suisse des entrepreneurs et je me suis un peu prise de passion pour l'univers du bâtiment et de vraiment faire briller les métiers parce que c'est des métiers finalement parfois qui ont été dévalorisés, pas trop valorisés. Donc voilà mon rôle. Exactement. Chouette, merci. Ensuite, mon cher Greg, qui es-tu ? Même si on te connaît déjà. Ouais, j'ai eu la chance de venir 2-3 fois, donc je te remercie William. Grégory Vacconnet, donc je m'occupe de la communication et du courtage immobilier chez Nero Group, qui est un cabinet de conseil en construction. Pour être un petit peu plus précis, on est même chef d'orchestre de la construction. Donc on s'occupe de tout ce qui est assistance maîtrise d'ouvrage, direction de travaux, la partie suivi de chantier, service méthode. Bon après c'est tout des termes un petit peu techniques. Et je m'occupe de la partie communication et du courtage immobilier. Voilà, ok, aujourd'hui. Merci pour ces présentations. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le premier thème qu'on va aborder, c'est la stratégie que vous avez un peu abordé au niveau du marketing de Neurogroup ou de la SSE. Oui, c'est principalement pour l'IFC et maintenant pour la SSE, c'est un peu plus global, mais je garde ma casquette IFC. Ok, d'accord. Et donc du coup, moi en fait, parce que vu que moi, avec Infactus, on a quand même fait beaucoup de com, on a fait beaucoup de marketing. J'ai beaucoup regardé ce qui se faisait un peu à droite à gauche tout le temps. J'ai toujours un œil sur les réseaux. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ce que Greg faisait ou toi, je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Et je trouvais que vraiment il y avait quelque chose qui se passait et puis qui se passe toujours. Et vraiment l'idée c'était un peu d'en discuter. Donc moi la première question que j'ai sur ce sujet-là, c'est est-ce que vous avez établi une stratégie au début ou est-ce qu'en fait vous êtes allé en mode on teste, on essaye, on fait des choses, mais on n'a pas forcément une stratégie. Parce que moi c'est ce que j'avais fait au début. C'est après que j'ai vu que la stratégie elle est venue. Et voilà, c'était un peu savoir comment vous avez fait au début pour lancer en fait la machine. Est-ce qu'il y a une secret sauce ou pas ? C'est ça la question. La secret sauce, est-ce que tu divulgues tes ingrédients maintenant ou pas ? Comment ça se passe ? J'hésite. Ouais, de toute façon, il faut une bonne marmite déjà, donc je pense que derrière, si tu me permets, après je pense que de toute façon, on va faire une partie de tennis une pelote basque peut-être plutôt, parce que du coup, on a le mur en face de nous, donc qui laissera rien passer. Mais je pense que dans un premier temps, finalement, si tu parles de secret de sauce, finalement, c'est la marmite. Savoir avec quelle marmite on va travailler, et finalement, je pense que selon l'entreprise ou selon l'organisme pour lequel on travaille, je pense que ça met déjà un premier contexte, un premier environnement, je pense, pour la stratégie. Parce que tu ne vas pas développer ta stratégie de la même manière si tu parles d'une société, ou peut-être d'un syndicat, ou d'une école de formation, ou peut-être tout simplement d'une association. Okay. Donc, je suis complètement d'accord. En fait, ça en revient à se dire déjà, quand on travaille sur la stratégie et qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire côté communication, ça en revient à se dire déjà qui va regarder à qui se destine cette communication. Donc ça en revient un peu à travailler sur sa cible. Et ensuite, une fois qu'on a la cible, on adapte la stratégie en fonction de la cible. Et je pense que c'est les premiers éléments de base quand on communique. Et après, les idées se développent. Mais pour un petit peu répondre à ta question, on a élaboré un petit peu une stratégie. On s'est questionné un petit peu sur qu'est-ce qu'on voulait faire, quels sont nos objectifs, quelle est notre cible. Et après ça, on a fait beaucoup de test and learn parce que je me suis dit c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas vraiment de service de communication qui était existant à l'IFC pour valoriser les métiers de la construction. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait essayer. Et je me rappellerai toujours cette discussion. C'était, je dévoile un petit secret, mais c'était une discussion dans la voiture avec David Richard qui a été un peu comme un mentor pour moi quand j'ai démarré dans la construction. Et on s'est dit mais pourquoi on lancerait pas TikTok ? Et je me suis dit waouh, j'ai jamais été sur TikTok, j'ai pas de compte personnellement, donc
c'était un peu l'aventure, mais par contre, je suis une femme de challenge. Je ne peux pas me challenger, donc je me suis dit TikTok, c'est parti, on y va. Et ça fait partie un peu du test. On teste et on verra ce que ça donne. Et ça a cartonné très rapidement. Et ça fait partie un peu quand on prend des risques, on se dit, allez, on part pas tout de suite avec tout un plan détaillé qu'on a fait mûrir pendant 6 mois. On y va, on voit ce que ça donne. Et on va dire que c'était un des premiers projets de communication. Pas une grosse stratégie à la base, mais juste on essaye et après on affine sur le temps. Exactement, c'est une stratégie qui est définie, mais sans aller dans le détail, dans les grandes lignes. On teste et après on affine la stratégie et petit à petit, en fonction de ce qui fonctionne, et on peut approfondir, garder des choses, en rajouter, s'inspirer. Et du coup, mais toi finalement, vu que tu venais pas un peu de l'univers de la construction du bâtiment, du coup, comment t'es parti? Tu t'es dit comment? Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses le premier post? Tu te dis, ouais, est-ce que je suis dans le vrai, dans le faux? Enfin, tu vois. Déjà, ce que j'ai fait, je me suis dit, je connais pas du tout cet univers. J'ai personne de ma famille qui travaille dans la construction. Vraiment, c'était un monde nouveau. Donc, je me suis dit, je vais aller frapper aux portes des chantiers et j'ai envie de les connaître et d'aller à leur rencontre avant de démarrer toute chose. Parce que des fois, on est dans des bureaux, on réfléchit à des stratégies sans aller sur le terrain. Mais moi, je me suis dit, je veux passer du temps sur le terrain, sur les chantiers et je vais faire connaissance avec eux. Donc, je suis arrivée au début, ils se sont dit, c'est quoi cet extraterrestre? Je leur ai dit, bon, alors moi, je veux créer une communauté, je veux qu'on fasse connaissance. Et après, voilà, j'aurais dit, je démarre. En fait, j'ai le côté communication, j'adore communiquer. J'aime bien votre univers, mais par contre, je connais pas grand-chose. Donc, j'ai besoin de vous pour communiquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça fonctionne? Et c'est grâce, finalement, aux personnes qui étaient sur les chantiers, sur le terrain, que j'ai construit ma stratégie. Et c'est en voyant, en observant, en étant à leur écoute, que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de les écouter, j'ai envie de les valoriser, j'ai envie d'écouter quand ils me racontaient leur passion. Je me disais, j'ai envie que ça soit diffusé à travers des vidéos. Et c'est comme ça un petit peu que je me disais, il faut qu'on fasse des émissions télé pour montrer ce que font les maçons. Ils méritent d'être beaucoup plus connus. Donc voilà un peu comment on a démarré. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Mais non, franchement, c'est impeccable. C'est toute question derrière. Mais on va donner la parole à Greg. Un peu comment ça s'est passé avec Enero dès le début. Enfin, je veux dire, avec Nat et tout, comment ça s'est passé, quoi, vraiment au niveau de la com? Parce que c'est vrai que moi, pour information, quand j'ai vu que chez Enero, une boîte qui commençait à émerger, qui a commencé direct dans la com, mais une com assez sérieuse, je me suis dit que c'était quand même bien. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose derrière, et peut-être que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là. Exact, merci en tout cas. C'est vrai que je te rejoins Manon sur le fait de pouvoir trouver un public cible, parce que quelque part la communication elle est tout de même faite pour aller chercher une clientèle, ou en tout cas un public qui soit amené peut-être à avoir des besoins et pouvoir avoir besoin de nous, quoi, concrètement. Donc dans un premier temps, c'est vrai que la stratégie elle était assez simple. On a pensé principalement au numérique parce que c'est important. Il faut que tu puisses être présent sur les différents réseaux, les principaux en tout cas, avoir un site internet qui fonctionne, et puis selon le réseau sur lequel tu es, finalement, mettre en place une communication qui est adéquate. Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'avais carte blanche sur le fait de pouvoir communiquer, donc je ne me suis pas posé de questions. Okay. En disant, tiens, voilà, on a le site internet, ok, c'est normal pour toute entreprise. Ensuite, derrière, sur les différents canaux qui s'adressent à différents publics, mais c'est déjà identifié en tout cas un panel, et puis pouvoir s'adresser à eux de la meilleure des manières finalement. Tu disais effectivement, le fait d'être présent sur le terrain, c'est important aussi, parce que du coup, ce côté humain, il est vraiment très très important. Et puis, il faut pouvoir le faire refléter, en tout cas, dans toutes nos communications, et communiquer sur nos valeurs, quoi, concrètement. Je pense que là, dans la stratégie, c'est quelque chose qui est important. Ok, sur les valeurs, culture. Parce que moi, j'ai remarqué un peu dans ce que Manon elle faisait, c'était vraiment, elle allait voir vraiment les hommes de terrain. Elle allait sur le terrain, elle allait voir. Donc, il y avait quand même un mélange de passion là-dedans. Il y avait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que moi, Enero, il y avait un mélange, tu vas me confirmer, mais un peu. Il y avait de la technique. Et aussi vraiment partager la culture de la boîte. Les valeurs, elles sont très très importantes chez Enero Group. À la limite, je pense que si jamais il ne devait y avoir que ça, il n'y aurait que les valeurs chez Enero Group. Et puis après, oui, la partie technique, parce qu'on a la chance d'avoir dans nos équipes des profils très techniques et très experts, vraiment des hommes de métier, des hommes de terrain. Et il faut qu'on puisse aussi
refaire sortir ce côté-là, en fait. Donc, Ok. c'est important pour nous, les valeurs et le terrain. Ouais. Ouais, je suis en Non, Non. franchement, c'est lourd. Et du coup, ok. Et après, on va changer un peu de thème, on va parler un peu du branding dans le bâtiment. Parce que c'est vrai que moi, pour moi, c'est c'est une grande question. Parce que je trouve qu'il y a des sociétés vraiment, elles ont un très beau branding. Vraiment, ça se voit que ça a été travaillé, quoi, que ça a été pensé, qu'il y a des gens, ils se sont mis autour de la table, ils se sont dit, ouais, faut qu'on fasse quelque chose. Et il y en a qui restent toujours un peu peut-être dans une culture un peu traditionnelle et qui avancent pas trop sur ces sujets-là. Et moi, j'ai trouvé quand même que avec ce que vous avez fait, ça a quand même créé une identité forte, pardon. Et du coup, le but, c'était de savoir comment vous avez créé cette identité, parce qu'après, vous avez commencé à publier. Et après, comment vous avez itéré en fait en se disant comment je vais consolider cette identité et tout, tu vois? Et tu vois, c'est ça le truc. Ouais, je pense qu'en ligne directrice, en tout cas, il y avait vraiment les valeurs dont on parlait juste avant, qui étaient vraiment le gros de la ligne directrice. Et puis après, tu restes sur ces rails-là, concrètement. Et de là, tu testes. Tu testes aussi un peu, tu communiques et tu vois comment les gens réagissent. Et finalement, en fait, tu te rends compte qu'en communication, comme pour tout le reste, tu peux pas tricher. Si jamais, justement, tu parles de branding et puis d'image de marque et autres, tu peux pas vendre une image de marque si jamais derrière tu n'as pas en tout cas les valeurs qui vont avec. Donc pour nous c'était très facile parce que toutes les personnes qui intègrent l'entreprise, ça commence peut-être par là finalement. L'histoire du branding, c'est de savoir avec qui on travaille. Et là en l'occurrence on travaille vraiment avec une équipe de passionnés et de ce fait ça triche pas et ça fonctionne. Donc je pense que le gros du boulot et du branding il est fait grâce aux équipes de par les valeurs qu'on insuffle, mais et puis derrière, oui, il y a forcément un petit peu de travail sur la communication qu'on veut mettre en place, quoi. Ok. Mais le gros du branding, pour moi, c'est les équipes et Parce que les valeurs. moi, pour le cas de Manon, je trouve quand même que c'est pas pour te jeter des fleurs, doucement. Merci. Mais franchement, ça a fait quelque chose, ça a déclenché quelque chose, moi je trouve, au sein de l'IFC. Oui, en fait, Franchement. je rejoins beaucoup ce que tu dis sur les valeurs. En fait, ce que j'ai observé, moi vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment avec toute ma sincérité, tout mon cœur, j'ai été touchée par, et même quand je le dis, ça me crée des émotions, mais j'ai été touchée par ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu sur les chantiers. C'est vraiment des hommes, je dis des hommes parce que à 99,8% c'est des hommes. J'ai été touchée par les valeurs qui se dégageaient et en fait, j'ai vraiment identifié très rapidement des valeurs qui étaient propres, je pense, au monde de la construction et je me suis dit, il faut que je parte de ces valeurs et je veux qu'à travers nos vidéos, on puisse capter ces valeurs. Et je peux les énumérer, mais il y avait une des premières choses que j'ai vues, c'est la solidarité. C'est la solidarité entre eux et même la solidarité. Enfin, je sais pas si j'ai aujourd'hui besoin de quelqu'un, de quelque chose. Je sais que je vais les appeler directement parce que c'est des personnes qui ont une solidarité qui m'a vraiment touchée. Ensuite, l'esprit d'équipe, c'est vraiment ce côté, ils fonctionnent ensemble, c'était hyper fort. Et le côté bonne humeur, c'est j'arrive sur les chantiers, tout de suite te disent ah Manon, tu veux un café, qu'est-ce que je te sers? Ils sont toujours de bonne humeur. Et il y a vraiment, j'étais admirative parce que je me dis travailler dans des conditions qui sont pas toujours faciles, mais ils gardent leur bonne humeur et c'est vraiment des choses qui m'ont touchée et je me suis dit à travers la communication j'ai envie de retranscrire des choses qui sont vraies pour des jeunes qui pourraient être attirés par ces métiers et je me suis dit je veux montrer ces aspects là et qu'on se dise dans la construction malgré tout ce qu'on peut des fois entendre il y a ces valeurs qui sont hyper fortes et qui sont pas dans tous les métiers. Et ce travail-là, est-ce que ça vous a amené quand même, par exemple chez Nero, des prospects ou même voir des clients et à l'IFC, est-ce que ça a amené un peu plus de personnes ou autre, tout ce travail-là sur l'identité? On observe déjà en termes de visibilité, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on a fait plusieurs millions de vues à travers les vidéos, donc c'est énorme parce qu'on a lancé il y a un an et quelques mois. Et ensuite, en termes d'inscription, après, c'est difficile de tracer en communication exactement de tout, de là où ça vient, mais on a observé 14 inscriptions en plus en apprentissage CFC. Donc c'est 14, il me semble, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est 14 par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même... Et après, il y a quand même une hausse générale du nombre d'inscriptions, mais voilà. Mais on peut dire que ça a eu peut-être un impact.
On peut dire que la communication a probablement joué un rôle, exactement. Nous, on a eu aussi des impacts de manière différente, notamment sur des candidatures spontanées. On a des personnes qui nous ont envoyé vraiment leur CV avec une lettre de motivation en disant « Non mais en fait, j'ai vu ce que vous faisiez sur les réseaux et je veux travailler pour vous. » Parce que du coup, en fait, derrière, ce qui ressort justement de l'entreprise, le branding, ça me plaît. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le premier critère qu'on recherche quand on cherche un emploi finalement, c'est le bien-être en entreprise et je pense que derrière, les personnes ont perçu ça. Après, il y a aussi un petit critère qui est aussi important, une fois qu'on a établi cette première phase de sélection de candidats, on a rédigé une charte éthique qui nous permet justement de savoir si les personnes sont bien dans le bon moule, parce que finalement derrière, si cette charte éthique elle ne convient pas, à un moment donné on aura peut-être un problème. Donc on présente nos valeurs et puis l'idée c'est que nos candidats soient en accord avec ces valeurs-là. Donc, mais du coup, vous avez quand même transformé l'essai par rapport à ça ? Alors, par rapport à la candidature, à cette candidature-là, pas forcément parce que du coup le candidat n'était pas un homme de terrain. Okay. Et on regroupe dans un homme de terrain, comme tu sais. Mais on en a eu d'autres en fait. On a eu d'autres candidatures, d'autres personnes qui se sont signalées de par nos valeurs, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis après, les clients s'y retrouvent aussi parce que je pense que derrière, il y a un climat de confiance qui s'établit. Donc, et ça, c'est par contre, il y a des clients qui vont venir pour ce climat de confiance, puis il y en a d'autres qui vont rester justement pour ce climat de confiance. Donc aujourd'hui, oui, ce branding, il est important en tout cas pour Enero Group, en tout cas la manière dont il est. Ok, génial. Ah, mais c'est vrai que ça a de l'impact quand on a une bonne communication. Souvent, pour les recrutements, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai quand même, quand il y a une belle image, quand ça partage des belles valeurs, les gens, souvent, ils ont envie de rejoindre ce type de boîte ou autre. Hein. C'est vrai. Donc, ok, là, on va attaquer le 3e chapitre. Donc, c'est sur la communication digitale sur les entreprises. Donc, en première question, j'avais, ça a été quoi finalement le canal de communication le plus efficace ? On va dire les termes, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre, ou est-ce que c'est passé par le site web ? Pour nous, ça a été... Ah, pardon. Je te laisse la parole. Merci. Pour nous, ça a été TikTok. Ça a été TikTok parce que dès les 3 premières vidéos qu'on a publiées, on a dépassé les 100 000 vues dans les 3 premières vidéos qu'on a publiées. Donc, ça a été viral tout de suite pour nous, TikTok. Je suis sur Manon la magicienne. Non, pas du tout. Non. C'est parce que j'ai eu les bons hommes de terrain à mes côtés pour créer tout ça. Et ça a vraiment été un travail d'équipe. Et c'est aussi parce que j'ai eu la confiance de l'IFC pour mener tous ces projets. Et aussi LinkedIn, allez, j'en cite un deuxième, pour les entreprises. Je pense que c'est vraiment le réseau qui parle aux entreprises et où on peut montrer ce qu'on fait, montrer les vidéos. Ok. Et vous, Greg ? Je compléterai par le site internet qui reste une vitrine essentielle, avec un peu de technique, mais globalement, on sait ce qu'on fait en regardant le site internet. Donc aujourd'hui, je pense que le site internet, il est vraiment important. Et puis où finalement il y a le plus d'interactions, c'est aussi la page LinkedIn parce qu'il faut y être présent, il faut animer du coup cette plateforme. Et pour nous, c'est la plus importante et la plus intéressante parce que finalement, les autres seront peut-être un peu trop dans le ludique alors qu'aujourd'hui finalement, on a besoin un petit peu plus de cadres professionnels pour parler de nous en tout cas. Voilà. Donc okay. LinkedIn, ça, voilà. Je pense que c'est la plus importante, en tout cas. C'est ce que vous avez connu comme canal. Effectivement, de toute façon, après, tu peux aussi voir une évolution sur le site internet. Bon, tu peux voir un petit peu, on en parlera aussi certainement un petit peu plus tard, mais avoir des chiffres concernant la fréquentation du site internet. Mais sur LinkedIn, du coup, c'est plus intuitif et plus direct. Et puis, comme en fait, tu postes plus régulièrement que sur un site internet où tu vas peut-être parler d'actualité. Mais voilà, en tout cas, le tout, c'est de pouvoir parler de l'entreprise dans les meilleures conditions. Donc, mais ouais, LinkedIn plutôt en 1 et puis site internet en 2. Ok, d'accord. Et après, finalement, donc on est dans le bâtiment, dans la construction. Et comme je dis, pour la plupart, la communication, c'est pas trop le truc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des entrepreneurs ou même avec des personnes de PME ou de boîtes importantes. Et finalement, ils ne savaient pas communiquer. Enfin, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Du coup, maintenant, franchement, je vous dis, depuis 2016-2017, ça a vraiment évolué. Faut vraiment le souligner. Mais aujourd'hui, vous, est-ce que peut-être vous aurez, par exemple, un conseil par rapport aux réseaux, les réseaux sociaux,
comment quelqu'un dans une boîte il pourrait se lancer? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que souvent ils disent ouais mais comment je fais? Ça serait quoi un peu peut-être le petit conseil? En fait, il faut juste se jeter à l'eau, parce qu'en fait, concrètement, chaque entreprise fonctionne avec une communication bien spécifique finalement. Et puis je pense que chaque communication est faite pour chaque entreprise, mais finalement, nous, on n'avait pas envie de communiquer comme les autres entreprises. On propose déjà un service que les autres ne proposent pas. Donc derrière, on ne peut pas communiquer comme les autres. Donc notre idée, c'était vraiment pouvoir avoir une communication qui puisse être perçue par les spécialistes de la construction, mais également par les personnes qui ne sont pas spécialistes de la construction. Le suivi de chantier et toute la partie assistance maîtrise d'ouvrage, direction de travaux et toute la matière grise qu'il y a derrière. C'est pas mon domaine. Donc le fait est que l'idée c'était de pouvoir comprendre ce qui se passe. En fait finalement après pour moi je pense que l'idéal c'est de comprendre ce qui se passe dans son entreprise pour pouvoir la relayer en extérieur. Donc je pense pas qu'il y ait ça va faire rire certains, mais de bonne ou mauvaise communication, mais il faut juste avoir une communication qui soit adéquate à son entreprise. Et puis moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal j'avais carte blanche. Donc, de temps en temps, on prend des risques. Et puis, des fois, il y a des risques qui payent. Et des fois, il y a des risques qui coûtent. Donc, après, c'est toujours comme ça. Hein. Des fois, on se trompe. En fait, voilà, il faut tester. Je pense qu'il faut tester, c'est jeter à l'eau. Et puis, finalement, quand on poste, on se dit, on a des attentes aussi quand on poste. On se dit, tiens. Est-ce que ça va plaire? Ça ne va pas plaire? Est-ce que le message perçu est le message que je voulais envoyer? Donc, c'est la jonglerie. Okay. La jonglerie, mais faut se lancer. Et toi, Manon? Oui, je dirais qu'en fait, on communique pas. J'identifie que les personnes qui veulent pas communiquer, les entreprises, c'est souvent dû à des peurs. Ils ont peur. Ils disent est-ce qu'on va pas, on va pas faire des bad buzz? Est-ce qu'on va pas renvoyer de mauvaises images? Il faut faire très attention avec la communication. J'entends souvent ça. Mais c'est déjà, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait, quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver en termes de communication? C'est déjà de commencer par là. Et puis après, c'est de bien cerner ses objectifs et sa cible. Je pense que c'est la chose essentiel avant de se lancer. Ok, d'accord. Mais des fois, le bad buzz, ça peut se transformer en bon buzz. Hein. Oui, exactement. Pareil, là, ça dépend du bad buzz, attention, on entend bien. Hein. Non, bien sûr, mais des fois, il y a des... je sais pas, par exemple, comme on est une école de construction, des fois, on fait des vidéos un petit peu... On se met à faire des vidéos un peu plus techniques. Et dans les vidéos techniques, c'est des apprentis. Ils sont en première année pour certains. Donc, il y a toutes les comment ils appellent ça les personnes de la construction en PLS. Ils commentent, mais ils sont en première année. Ça fait 3 semaines qu'ils sont dans la maçonnerie. Ils peuvent pas être experts. Et donc, quand il y a ça, je rappelle que c'est une école et qu'ils sont là pour apprendre. Et après, il y a toujours derrière un écran, c'est plus facile de mettre des commentaires négatifs. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur et se dire de toute façon qu'il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Donc, c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait. Ok. Moi, je dirais si j'ai un petit conseil à faire passer, c'est que vraiment, c'est que les gars, ils aient pas peur, mais qu'ils fassent pas des trucs qui soient complètement débiles. C'est-à-dire que quand tu publies une photo sur un chantier de gros œuvres, essaye quand même de voir si ton chantier est quand même un peu rangé, des choses comme ça. Parce que ça, forcément, tu vas avoir une critique terrible tout de suite. Et c'est pas un bad buzz, mais c'est juste que ça va être plutôt négatif. Tu vois? Donc forcément, des fois, tu es obligé d'être un peu technique sur ces sujets-là. Et moi, je trouve que partager la technique des boîtes, moi, j'ai l'impression que ça marche. Surtout dans le gros œuvre. Parce qu'après, j'avais une autre question qui venait, c'était est-ce qu'il est possible de se faire une place sur les réseaux sociaux? Moi, je dis que oui. Je sais que c'est plus difficile qu'avant. Parce qu'en fait, à l'époque, les gens, ils contrôlaient pas trop ce qu'ils suivaient. Leur following, follower, tout ça. Alors que maintenant, ça y va, quoi. Maintenant, on contrôle, je sais plus comment on dit un terme, c'est on essaye d'avoir... j'ai oublié le terme, mais d'avoir genre une bonne santé numérique, c'est-à-dire pas se faire polluer. Ouais. Et donc en fait, maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu fais un truc qui est pas bien, on peut rapidement t'unfollow. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être un peu technique, parce que voilà. Et vous sur les réseaux, parce que nous sur LinkedIn, c'était pas mon terrain. Moi franchement, LinkedIn, j'ai jamais trop touché. Et, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des places à se faire pour des gens sur les réseaux Il y a un public partout.
Donc tu toucheras pas le même public si jamais, parce que toi tu as un succès fou sur Facebook. Donc à mon avis, si on prend tous tes followers Facebook, tu les auras peut-être pas tous sur LinkedIn. Il y en a qui t'aura sur LinkedIn, il y en a qui t'aura sur Facebook. Et aujourd'hui, il y a toujours une place à se faire, parce que finalement, n'importe qui aujourd'hui peut commencer et puis finalement avoir 100 000 ou 1 million de followers ou bien plus. Donc en fait, le tout c'est de prendre date. Oui, non mais j'allais rebondir et dire LinkedIn pour moi c'est un réseau duquel on peut pas se passer et à titre personnel c'est le réseau qui m'a apporté le plus de notoriété, de contacts de qualité. J'ai été, pour une petite anecdote, j'ai été invitée sur un plateau télé sur TMC en France grâce à mon profil LinkedIn parce que j'étais dans le monde de l'immobilier à cette époque-là, j'avais un très gros réseau IMO à ce moment-là, je communiquais beaucoup, on va dire peut-être d'une bonne manière si j'ai été repérée ça m'a, pour la visibilité de l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'est quand même chouette de se faire inviter gratuitement sur un plateau télé, TMC. Donc voilà, et j'ai eu comme ça des très belles opportunités et beaucoup de visibilité. Là, j'ai réduit ma cadence parce que c'est sur tous les réseaux sociaux, je pense qu'une des règles d'art, c'est de la fréquence et la régularité. Mais pour moi, c'est un réseau dont on ne peut pas se passer si on veut communiquer à destination des entreprises et se faire une place déjà... parce qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure du branding, mais pour le personal branding, je pense que c'est hyper important. Ouais, tu as rajouté quelque chose là, la régularité. Fondamental pour moi, sur n'importe quel réseau, la régularité. On ne peut pas se dire, bon bah allez, là je suis en forme, pendant une semaine je communique tous les jours, et puis après il ne se passe plus rien pendant un mois. C'est la régularité, et on ne peut pas... De faire une habitude. Exactement. Ouais, obligé. Hein. Je sais pas si toi, Greg, vous avez perçu ça aussi. Oui. D'avoir un peu de régularité. Oui, tout à fait. Après, c'est selon les contenus qu'il faut aller chercher, mais c'est vrai que cette régularité elle est importante parce que tu habitues aussi du coup ton public à ton audience. Donc finalement à ton audience, exactement. Donc si toutefois l'audience se dit bah tiens, vous n'avez rien publié, on peut aussi poser des questions, de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un ralentissement de l'activité ou des choses peut-être moins intéressantes. Donc après, il n'y a rien. Mais du coup, faut prévenir. Voilà, faut prévenir. Je suis en vacances, les gars, pendant 3 semaines, donc tranquille, il ne va rien se passer. Ouais. Important donc d'avoir du contenu et aussi du contenu intéressant parce que du coup, on s'attend à apprendre quelque chose aussi. Donc des posts, donc de la communication. Mais il faut se lancer. Okay. Pour pouvoir suivre ton exemple, marcher dans tes traces et après ensuite créer ses propres traces. Après, nous, pour InFactus, ça a été vraiment un gros travail parce que nous, on s'était mis comme régularité 3 posts par jour pendant chaque jour, 7 jours sur 7. Donc ça a été vraiment un gros boulot pendant je pense 3 ans, on a fait ça. Donc ça a été très sportif. Mais du coup, ça a payé. Mais il faut rajouter, après, ça dépend ce qu'on cherche. Nous, on s'était dit, on a 20 000 abonnés, c'est bon. C'était ça un peu le but au début. On a 20 000 abonnés, tu vois, les gens ils auront une perception, oh, 20 000 abonnés, oulala, tu vois, c'est déjà pas mal. Tu vois, tu te dis, c'est déjà cool. On s'était jamais dit, on va arriver à presque 200 000. Mais ça, en fait, c'est arrivé par chance, en fait. C'est juste par un post. Ouais, t'es humble, là, t'es humble sur la chance. Non, si. C'est de la chance, parce qu'il y a un collègue, il m'envoie une vidéo, et il me dit, ouais, c'est pas mal, peut-être tu peux la poster et tout, ça a l'air cool. Je dis, ok. Je l'ai posté, et je l'ai posté sans... J'ai même pas mis de hashtag ou quoi, pour te dire. Je l'ai posté, je la trouvais sympa, je trouvais ça cool. Le format était plutôt long, je crois 3 minutes. Et la vidéo, aujourd'hui, a fait plus de 100 millions. Tu vois ? Donc, comment t'expliques ? Tu vois, et franchement, il y a des vidéos que des fois, on m'a envoyées. Et j'ai dit, alors là, celle-là. Alors là, même sur Jupiter, ils vont voir. Et des fois, 20 000 vues. Et on va dire que 20 000 vues, c'était déjà bien, à une certaine époque. Mais je me disais, c'est pas assez. Et puis, tu vois, un jour, tu peux mettre une vidéo, puis 100 millions. Donc moi, je dis, des fois, il y a un peu de chance. Et puis il y a l'algorithme, il y a plein de trucs qui sont à maîtriser aussi, qui sont difficiles à comprendre. Et puis la régularité, je pense que ça y joue dans l'algorithme. T'es régulier. Alors en fait, ça crée une boucle. Tout dépend le réseau, tout dépend le canal de communication en fait. Aujourd'hui, si on parle de LinkedIn, si tu me permets cette petite parenthèse, mais elle aidera un maximum de personnes peut-être.
Aujourd'hui, il y a des horaires à respecter, des jours à respecter, selon ce que tu diffuses, selon ce que si tu mets un pavé, pas un pavé. Après, tu peux identifier aussi 2-3 stars locales, c'est toujours aussi. Et puis, je dirais que sur la manière de commenter, de réagir ou de republier. Aujourd'hui, le commentaire, il est important. Et un commentaire de plus de 12 mots, donc un commentaire pertinent, c'est ça qu'il faut faire en premier sur un post LinkedIn, par exemple. Ok. C'est bon à savoir, si jamais, pour ceux qui me regardent, nous écoutent. Un commentaire de 12 mots. Avant même de liker, avant même de republier, c'est ce qu'il faut faire. Et ça génère plus. Après, je ne veux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas, ça c'était des petits tips gratuits. Bon, après, faut le faire, quoi. Exactement, faut prendre le temps. Mais et des bad buzz, vous en avez eu un peu déjà sur le réseau ou pas? Oui. Et comment vous avez maîtrisé, comment vous avez géré? Bah, je disais tout à l'heure l'histoire du bad buzz, d'un apprenti qui fait pas un travail d'un contremaître qui est sur les chantiers depuis 20 ans, par exemple. Mais bah, voilà, on rappelle juste que c'est des apprentis qui sont là pour apprendre et que ça fait quelques semaines qu'ils sont en train de pratiquer. Donc voilà. Et après, on a eu aussi un autre bad buzz. C'était un apprenti qui s'exprimait, mais qui avait... ils ont assimilé sa voix à celle de Diego. Je sais pas si vous voyez sur TikTok. C'est un peu une star TikTok, mais qui fait des vidéos un peu débiles, quoi. Et donc, du coup, je sais pas, ils ont associé ça à Diego. Et donc, du coup, tout le monde commentait. Moi, au début, je savais pas qui était Diego, donc je me suis dit, il l'associait à une... Et en fait, je suis allée voir et c'était... Donc, du coup, là, j'ai supprimé parce que j'ai pas envie qu'un apprenti se sente blessé, alors que l'apprenti, il est passionné par ce qu'il fait, il vient de démarrer, il a tout son enthousiasme. Donc, du coup, j'ai passé des jours et des nuits entières à modérer les commentaires parce que la vidéo, je pense qu'elle a dû faire 400 000 vues. Mais du coup, il y avait quand même pas mal de commentaires négatifs. Mais après, il n'y avait rien dans ce qu'il disait. Il n'y avait rien de... Voilà, c'est juste les gens acharnement parce qu'ils ont identifié... Voilà, mais... Et sur LinkedIn, Greg? Parce que moi, je me rappelle, sur LinkedIn, en fait, on publiait pas. Mais là, ça a changé, vraiment, ça a changé. Je sais pas, ces 3 dernières années, on publiait pas parce que t'as l'impression que tu mettais un truc, c'était le procès, quoi. Genre, tu mets un truc, t'as tous les mecs qui sont là en train de dire « Oulala, non, qu'est-ce que vous dites ?» Enfin, je veux dire, c'était quand même... Et encore, je pense que sur LinkedIn, on est un peu plus protégé. Pourquoi? Parce que t'es identifié, c'est facile d'aller voir ton profil. T'as une photo, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, c'est une photo de toi et pas une photo de ton logo d'entreprise. Sauf pour les pages, mais autres, mais pour tous les profils personnels. Donc, quelqu'un qui va aller voir ton profil, quelqu'un qui commente, on peut l'identifier. Donc, derrière, s'il est client, il est légitime. S'il n'est pas client, il n'est pas légitime, il est moins légitime. Sur d'autres réseaux, c'est beaucoup plus facile d'aller justement critiquer en disant « Bah tiens, j'ai vu ça, donner un avis sur des choses qu'on ne connaît pas. » Donc, nous, sur LinkedIn, on n'a pas eu trop de bad buzz. Je crois qu'on a eu un commentaire, une fois, d'une personne qui... On s'est demandé qui il voulait, de manière un peu agressive, un peu négative. Ah ouais. Et en fait, entre le moment où on s'est posé la question de savoir comment lui répondre, on a commencé à lui répondre, mais après on s'est dit, parce que nous, on voulait pas qu'il y ait personne qui pense négativement de notre entreprise. Donc on s'est dit, il y en a un qui est pas content, donc on a essayé de répondre à son commentaire. Et entre le moment où on a trouvé la fameuse réponse pour ne pas le froisser, il avait enlevé ce commentaire. Donc, ah, mais c'est souvent ça. Hein. Donc derrière, on s'est dit, bon, bah voilà, quoi, son commentaire n'était pas légitime, et puis finalement, il avait peut-être envie de faire un peu de bruit. Ouais, souvent, parce qu'après, les mecs, quand tu les as en face ou quand tu les as au téléphone, c'est pas pareil. Exactement. Ouais. Oui, mais c'est plus rare quand même sur LinkedIn. Moi, je pense que le réseau où on peut faire le plus de bad buzz actuellement, je dirais que c'est TikTok. Parce que c'est du contenu plus... donc les gens commentent, ils réfléchissent pas parfois. Mais sur LinkedIn, pareil, nous, on n'a jamais eu de bad buzz. Ouais. Et ok. Pour continuer, dans le 4e thème, c'est la gestion de la réputation et des relations publiques. C'est-à-dire, ça passe par les réseaux, les retours clients, tout ça. Est-ce que comment, par exemple, vous, Greg, chez Enero, vous gérez un peu Aujourd'hui, je pense que cette partie-là, elle est très très importante, notamment sur toute la partie recommandation. Parce que du coup, aujourd'hui, une recommandation, c'est déjà presque une porte ouverte vers un autre marché. Donc, je pense que ça fait aussi partie de cette partie satisfaction client. Donc, c'est important d'aller les chercher, ces recommandations. Okay. Aller les chercher physiquement.
numériquement si on le souhaite aussi, mais je pense que c'est intéressant d'aller justement poser des questions, parce que on n'a pas toujours un retour tout de suite de ce qu'on fait. Les gens sont contents, ils le disent. Les gens sont pas contents, ils le disent aussi. Et puis il peut y avoir des entre-deux aussi. Donc je pense que c'est intéressant d'aller chercher cette satisfaction et l'excellence au niveau de l'entreprise, ce qui fait que derrière, on se pose pas la question de savoir s'il est presque satisfait. Ouais. Non, il faut qu'il soit satisfait. Donc et ça passe par à mon avis, par vraiment de s'intéresser à ce que. Donc vous demandez beaucoup d'avis. On va dire que quand vis-à-vis des clients ou autres, vous essayez quand même de... Il faut le faire plus. Ouais, il faut le faire plus, ouais. Ouais, il faut le faire plus. On n'ose pas au début, en fait. C'est que, ça t'embêterait d'écrire un avis, ça t'embêterait de faire une... Enfin, voilà, de parler un petit peu de notre collaboration, parce que finalement, en fait, c'est ça, quoi. D'être transparent, voilà, comment ça s'est passé, et puis... donc, je pense qu'il faut aller chercher l'excellence et la satisfaction de tous les clients. Ça passe aussi par des relations publiques, le fait de rencontrer régulièrement les personnes avec qui on est en lien, les clients. Donc, je trouve cette partie-là importante. Je te rejoins. Moi, je veux parler d'e-réputation pour démarrer, parce que je suis quand même sur digital. Mais il y a, dans un premier temps, l'e-réputation qui est hyper importante. Donc, c'est comment tu entretiens tes réseaux sociaux, qu'est-ce que tu diffuses sur tes réseaux sociaux. On parlait des valeurs, et les valeurs travaillent en tout cas la e-réputation. Et ensuite, j'aime bien dire qu'on peut allier le digital et l'humain. Donc, pour parler de réputation tout court, nous, on l'a beaucoup fait à l'IFC avec les ambassadeurs. On a créé une communauté d'ambassadeurs parce qu'on s'est dit, mais finalement, pour valoriser les métiers de la construction, qui peut valoriser ces métiers si ce n'est pas déjà les personnes qui sont sur le terrain et qui sont engagées dans ces métiers. Donc pour moi et pour l'IFC, c'était hyper important de créer une communauté et de réunir des passionnés de la construction. Donc par exemple Enzo qui est sur les chantiers, passionné par ce qu'il fait, qui a une belle évolution, j'ai pris comme ça des profils de passionnés et ces personnes-là, elles peuvent par leur témoignage toucher d'autres personnes et les personnes vont plus facilement s'identifier. Donc pour moi déjà la réputation d'une entreprise, d'une association, elle se fait déjà par les personnes qui sont en interne, sur le terrain, et ça c'est très important et on l'oublie parfois. Parfois on se dit on va aller chercher des gens à l'extérieur, leur demander leur avis, mais déjà les personnes en interne, quelle est leur vision et leur vision et l'image qu'on leur renvoie. Ok. Et justement tu as parlé des ambassadeurs, et qu'est-ce que vous faites un peu avec les ambassadeurs? Est-ce que c'est juste des titres comme ça, ou vous faites des événements, des choses, il y a même d'autres projets à terme? On fait des événements, donc les événements c'est vraiment, parfois par exemple j'ai besoin de brainstormer sur une idée, mais je me dis au lieu de le faire avec mes équipes qui ne sont pas forcément sur le terrain, et j'inclus mes équipes plus des ambassadeurs, ils vont pouvoir nous apporter leurs idées. Par exemple là on lance une campagne de communication pour les métiers du bâtiment, on va demander aux apprentis et aux ambassadeurs, donc ils vont vraiment nous aider à brainstormer, et puis après on va créer des événements pour les remercier, pour leur apporter de la reconnaissance, parce que je pense que la reconnaissance est hyper importante dans le bâtiment, et on va les inviter dans des lieux assez sympas pour partager et pour retrouver cette convivialité qui est aussi fondamentale sur les chantiers. Donc c'est des personnes qui sont essentielles au travail que je fais et qui sont... sans eux, on ne pourrait pas communiquer pour moi. Et les ambassadeurs, ils sont choisis comment? C'est des anciens de l'IFC ou autre? Oui, ils sont choisis sur la majorité des ambassadeurs qu'on a, c'est des personnes qui ont été diplômées de l'IFC, mais après c'est pas un critère décisif. Si j'ai quelqu'un qui est passionné, qui travaille à Genève, l'idée c'est qu'il soit sur des chantiers à Genève ou autour, enfin en Suisse en tout cas. Okay. Et puis ensuite, maintenant on intègre dans la communauté des ambassadeurs des apprentis qui sont dans leur cursus, parce qu'on se dit que ça peut les engager encore plus dans leur cursus et dans leur apprentissage, d'avoir un petit peu des mentors, par exemple comme Enzo ou Yann que tu connais, des mentors comme ça, forcément c'est des personnes qui sont inspirantes et qui vont tirer vers le haut des apprentis qui démarrent dans leur cursus. Ouais, c'est vraiment bien. Et qui c'est qui a eu cette idée? Je dirais rien. Vous avez oui, c'est moi qui ai eu l'idée, mais c'était une tout de suite ça a été approuvé. Et tu t'es inspiré de quelque chose ou finalement Je sais plus comment c'est venu, mais parce que j'ai une idée par jour, voire 15 idées par jour, mais je pense que c'est en allant sur les chantiers, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réunisse ces personnes-là. Non, en fait, je sais de quoi c'est parti. Quand j'ai commencé mon premier jour avec l'IFC,
on avait la remise des diplômes. Et j'étais juste venue, c'était même pas mon premier jour, j'étais juste venue signer mon contrat. J'ai dit, mais attendez, c'est la remise des diplômes, moi je veux venir, je veux rencontrer qui a été diplômé, c'était les chefs d'équipe. Et j'ai vu tous ces chefs d'équipe, ils étaient trop heureux de faire la fête ensemble. Et j'ai dit, ah mais voilà, on va réunir ces personnes-là, et comme ça, ils vont me servir d'appui, de support, et puis en plus, on peut réunir toutes ces personnes-là pour faire émerger des idées, quoi. Donc c'est un petit peu, ça s'est fait naturellement, quoi. Je pense que c'était une évidence. C'est juste que non, c'est une bonne. Souvent, on disait, je pense, dans les écoles, c'était un peu les anciens qui revenaient, ils n'avaient pas le même terme, mais c'était un peu le même. Les alumni. Ouais, voilà. Oui. Sauf que là, maintenant, c'est un peu plus poussé. Vous avez poussé un peu plus le truc. Mais c'est sur le même principe que les alumni. Ouais, voilà, je sors d'une école de commerce, il y avait les alumni. Je pense que ça a fait un tour dans ma tête. Je me suis dit, alumni, ils viennent d'être diplômés, il n'y a rien qui existe, tac, on va créer ça. Et... Ouais, ok. Et t'as quelque chose à rajouter là-dessus, toi, Greg, sur la réputation ou Il faut avoir une bonne réputation, qu'elle soit numérique il ou faut se qu'elle la soit... forger, il faut se la créer. Ouais, je pense qu'il faut se la créer. Je pense qu'elle se fait pas toute seule. Donc, des actions comme vous avez fait du coup avec l'IFC, dont Manon est à l'origine, est à l'origine. Non, c'est important. Je pense qu'il faut savoir innover aussi, parce que du coup, finalement, on pas rester sur ses lauriers. Donc, c'est important. Le monde évolue. On parlait pas d'irréputation il y a quelques dizaines d'années. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu peux avoir ton réputation qui est ruinée, ça peut couler une boîte. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Faut être irréprochable partout. Ouais, faut essayer quoi surtout. Faut essayer, exactement. Parce qu'après, des fois, qu'on est trop irréprochable, je trouve, on peut plus rien faire, quoi. Enfin, on peut plus rien faire, mais tu fais juste une faute. Il y a tous les profs de français de la Terre qui vont venir te corriger. Hein. Mais c'est important, c'est aussi important. Enfin, je pense que dans les communications qu'on a, finalement, tu te relis, puis des fois tu te dis, mince, c'est rare, mais ça peut arriver. Tu te dis, tiens, mince, j'ai glissé cette petite faute. Là, il faut modifier ton poste. C'est clair. C'est clair. Mais c'est bien de rappeler que l'erreur est humaine et que. Voilà, exactement. Parce que encore une fois, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, quoi. C'est horrible. Maintenant, il y a des chat GPT et tout qui permettent d'aider, mais avant, il n'y avait pas trop ça. Donc, des fois, moi, ça m'est arrivé, je fais une faute, laisse tomber. Bon, ça crée de la visibilité. Ouais, ça crée de la visibilité, mais tu vois, les gens, j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Oui, pour une poste comme la vôtre, c'est pas très sérieux de faire une faute sur ce type de poste. Voyons. Alors que des fois, faut un peu relativiser. L'erreur est humaine. Tu peux les inviter au prochain podcast. Si tu veux, et puis c'est clair. Non, mais après, de toute façon, les gens, quand tu discutes avec eux, c'est pas pareil. Quand ils mettent un commentaire, tu décroches le téléphone, tu parles avec eux, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est pas le même discours, c'est pas la même chose. Ouais, mais moi, j'ai vu ça, machin. Et quand tu dis, ouais, mais attends, on fait 2000 posts, on peut quand même se planter sur un ou deux. Tu peux bien nous pardonner ça. Ouais, c'est vrai, en fait, mais j'ai pas vu des choses comme ça. Voilà. C'est de la communication, finalement. Ouais, voilà, exactement. Ça c'est clair. Et après, moi, je me suis posé une question aussi. C'était sur la création de contenu. En fait, on va revenir un peu sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un type de contenu qui était plus efficace que les autres? Moi, je sais que j'ai remarqué un truc, c'était qu'en fait, franchement, les contenus ludiques et techniques, enfin vraiment pour la construction, on parle, pour le bâtiment, je trouve que ça a toujours un impact. Oui, j'allais dire plusieurs choses. Il y a des études qui ont été faites déjà sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi les personnes passent du temps sur les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu approfondi TikTok, mais c'est déjà pour se divertir. La première raison. Ouais. Ensuite, c'est pour... tu fais ça quand tu rentres du travail, tac, tu scrolles, t'as envie de décompresser, de te changer les idées, on va dire. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais donc du coup, le côté divertissement, je te rejoins, c'est hyper important. Quand tu as un peu d'humour, tu racontes des choses pour faire rire, ça plaît, je pense. Et c'est aussi une bonne manière quand on veut donner un côté éducatif, quand on veut, à travers, par exemple, une vidéo, apprendre, amener une manière ludique de le faire, gamifier, je sais pas...
une formation, une vidéo, il y a toujours un petit côté en plus. Et la chose que je remarque, c'est tout ce qui touche aux émotions. Dès qu'il y a une vidéo, je sais pas, de quelqu'un qui raconte, un peu en mode TEDx, mais tu racontes que tu débarques de zéro, j'ai commencé, j'avais pas confiance en moi, j'étais manœuvre, et puis en fait, je suis tombée sur un jour quelqu'un qui m'a fait confiance, j'ai évolué, aujourd'hui je suis contremaître. Et bah ça crée des émotions et tout le monde commente et dit waouh, je suis trop admirative, j'adore ton parcours, bravo. Et t'as j'ai une vidéo comme ça. Développement personnel un peu à moitié. Oui, mais parce que c'est en fait le développement personnel, c'est quoi? C'est les émotions, c'est être lié à son cœur, à ses émotions et pas être juste dans l'ego de se dire ah t'es beau sur la vidéo. Non, c'est qu'est-ce que t'as raconté qui va me toucher et toucher mon cœur. Et ça, c'est des vidéos pour moi qui cartonnent. D'accord. Et toi, Greg, t'as une idée là-dessus? Oui. Je pense que pour Enerogroup, en tout cas, les contenus qui ont le plus fonctionné, c'est le lourd, du gros béton, des gros bâtiments, des gros chantiers. En fait, c'est des gros chantiers. Chantiers d'ampleur. Ça fonctionne Chantiers toujours. d'ampleur, ça fonctionne toujours parce que du coup, t'es pas obligé de lire le post. Si t'as vu une photo d'un truc, tu dis ah ouais, ils étaient quand même présents là ou ci ou ça. Allez, un petit like, même si tu dis pas finalement. Et après, finalement, quelque part, quand t'as du moins lourd sur le visuel, il faut aller chercher du lourd sur le titre. Et en fait, sur le titre de ton post, la première phrase, t'as envie de cliquer sur plus. Donc finalement, en fait, il faut trouver du lourd, soit en visuel, soit sur le titre. Et après, c'est vrai que l'aspect ludique, tu peux l'avoir dans ton titre, tu peux aussi l'avoir dans le reste du post également. C'est pas le même public. Et ce qui fonctionne bien aussi, c'est le côté humain. Finalement, en fait, si on a une photo de Will, une photo de William, une photo de Nat, fondateur, notre associé fondateur, une photo d'équipe, quelle qu'elle soit, en fait, finalement, dès qu'on a de l'humain aussi, ça fonctionne bien parce qu'en fait, les gens vont apprécier, remercier, gratifier la personne qui est sur la photo. Donc ça fonctionne bien aussi. Je te rejoins complètement. L'humain fondamental, et ça peut aussi rassurer ce que quand on entend communication, des fois les entreprises me disent la communication ça me fait peur, ça va nous couper de tout lien humain, ça va remplacer l'humain. Mais non, en fait on peut vraiment faire une communication digitale et humaine, et c'est l'humain qui doit être au cœur de la communication. Ouais, mais quand par exemple tu parlais de gros béton et tout, moi en fait quand je parlais de contenu ludique, c'est-à-dire que tu mets ces publications sur ces chantiers avec une bonne suite et t'expliques le chantier, le cubage, ce qui s'est passé, les mètres carrés, le budget, tout ça. Moi, sur Infactus, on a fait des centaines de posts comme ça et les gens étaient toujours présents et puis ça crée toujours le débat. Tu vois? Et je trouvais que ça fonctionnait toujours bien, quoi. Parce que les gens sont toujours un peu passionnés, donc finalement ils sont contents de voir ce qui se passe et d'apprendre aussi ce qui va se faire. J'avais fait un post la dernière fois, c'était sur le pont de Saint-Nazaire. Incroyable. Les gens, je savais pas que là-haut ils étaient passionnés autant par leur... Ça, je vous le dis. Ils ont mis des photos, c'était dingue. On est fiers aussi de l'endroit d'où est-ce qu'on vient aussi, et finalement dire tiens, ou alors j'ai contribué, j'ai participé à... Mais le pont de Saint-Nazaire, On va se mettre à faire de la com le pont de Saint-Nazaire, il y a un truc incroyable. Pourquoi pas faire le prochain podcast, les trois sur le pont de Saint-Nazaire, pour justement aller chercher cette communauté et puis parler d'Infactus. Il y a vraiment quelque chose. Et ensuite, en dernier thème, je voulais aborder comment vous mesurez l'efficacité, c'est-à-dire ça a été quoi un peu les indicateurs ou aujourd'hui les indicateurs que vous regardez pour mesurer vos campagnes, c'est-à-dire pour savoir un peu ce qui fonctionnait le mieux ou pas, comment vous avez un peu analysé ces choses. Est-ce que c'est juste par les likes ou autre Pas seulement, c'est vrai qu'on parle de KPI qui sont les indices qui nous permettent de mesurer finalement l'efficacité du post. Quand on parle d'efficacité, finalement, on s'attend effectivement à ce que le post soit liké, on s'attend à ce que s'il y a eu du contenu pertinent, qu'il y ait quelqu'un qui ait commenté, qui ait republié, ça veut dire qu'il a trouvé vraiment intéressant, vraiment chouette à partager avec d'autres personnes. Ensuite, ça te permet aussi, ces indicateurs, de savoir qui a liké, d'où viennent ces personnes, en tout cas sur LinkedIn. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as des facilités à avoir accès à ces données-là sur le téléphone et pas sur l'ordinateur, alors que tu te dis sur l'ordinateur, on pourrait tout avoir. Et finalement, tu dis, tiens, ok, on a une personne au Canada qui a liké, qui a commenté, qui a peut-être un intérêt. Donc, derrière, ça ouvre aussi le fait d'analyser, en fait, ces indicateurs, ça te permet aussi potentiellement de t'ouvrir à d'autres marchés.
Il dira, tiens, il y a telle entreprise, il a liké, mais en fait, on n'a pas encore un client. Ok, d'accord, il y a peut-être une porte d'entrée. Ok, on échange. Donc, je pense que c'est intéressant de les suivre. Sur les sites internet, on peut aussi le faire, mais la traçabilité elle est encore un petit peu différente. LinkedIn l'a assez bien fait. Je pense qu'après, les réseaux sociaux, en règle générale, te permettent un petit peu d'où viennent les personnes qui Donc suivent. tu fais pas mal d'analyses, toi, avec Enero en fait, Ouais, je regarde. Après, c'est vrai qu'on a tout ce qui est taux d'engagement aussi qui est intéressant, parce que finalement, en fait, pendant un bon moment, on avait des posts qui étaient toujours avec un taux d'engagement très fort. Et puis c'est vrai que les premières fois quand tu regardes sur LinkedIn, on te dit qu'un taux d'engagement il est bon entre 4 et 5%. Puis quand tu 4-5%, si tu mets ça sur une note, ça fait pas grand-chose, mais finalement en fait un taux d'engagement à 4-5%, il est... donc en fait le fait d'avoir... Et puis quand tu vois que tu as des taux des fois d'engagement sur certaines publications à 30, 40, 50%, tu as une joie intérieure que tu communiques pas dans ton post, mais finalement l'effet est quand même là, donc les gens ont apprécié le post, donc finalement en fait c'est ça, ce qui est intéressant c'est de se dire que il va y avoir une retombée pour l'entreprise, mais qu'il y a aussi une retombée pour les personnes qui lisent le post en disant bah tiens, cette entreprise, ce qu'ils proposent c'est intéressant, j'aimerais bien les contacter. Et donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent en vrai. Quand tu regardes, ça prend du temps. À part Didier, dédicace à Didier. Didier prend le temps. Didier commente. Merci Didier. C'est le meilleur. Je sais pas si on parle du même, mais moi aussi j'ai un Didier qui commente. Didier commente. Didier commente de ouf. Merci beaucoup. Force à lui parce que vraiment il donne beaucoup de force. Exactement. Ok. Et après, quand vous faites cette analyse, vous arrivez un peu à ajuster après ou autre. Je sais même pas, t'avais répondu en fait sur le sujet ? Non, mais non, ça va. Non, mais je te rejoins pas mal sur la question indicateur de performance. Nous, sur TikTok, bien évidemment, c'est beaucoup la visibilité. Après, on peut aller un peu plus loin que le nombre de vues en allant voir d'où viennent ces personnes, parce qu'on est quand même plutôt intéressé par des personnes qui voient nos vidéos en Suisse et en France, parce qu'on a aussi un public français dans les personnes qui se forment. Donc, c'est important aussi de tracer d'où viennent les personnes. Est-ce qu'on a une majorité d'hommes qui regardent nos vidéos ? Mais d'aller un petit peu plus loin pour affiner. Et ensuite, c'est aussi de mettre en perspective le nombre de vues. Est-ce que ça a eu un impact sur le site internet, par exemple, sur le nombre de trafic, le nombre de visites sur le site internet. Donc voilà, on essaye un maximum de regarder tout ça. Là, on développe, c'est... plus ou moins secret, mais ça va ne plus l'être. Non, mais on développe toute une campagne avec des landing pages, avec des call to action. Et les call to action, c'est hyper important, je pense, parce que ça nous permet vraiment de se dire, est-ce que le jeune, il a eu de l'intérêt pour s'informer sur les métiers en cliquant, on va développer un petit quiz. Est-ce que la personne a pris le temps de remplir le quiz ? Et je pense que le temps passé sur le site internet est aussi important. Ça mesure pas juste le clic, mais aussi l'intérêt qu'on porte. Ça se quantifie en temps aussi, je pense. Ouais, c'est clair. Ok, non mais franchement, et c'est toi qui fais ce travail d'analyse ou oui, t'as plusieurs je suis en couteau suisse dans la com, et puis après j'ai bien évidemment des collègues formidables qui m'aident et qui sont là aussi pour et du coup, depuis support. TikTok, il y a quand même des clics sur le site On a le site internet, on a un lien traqué qui permet d'analyser le nombre de visites qu'il y a, et forcément quand on a des vidéos qui font le buzz, il y a des visites, mais bon, c'est vrai que le site, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on travaille un peu plus notre identité visuelle, donc c'est des chantiers en cours. Ok. Bah écoutez, vous avez répondu à peu près à toutes mes questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Peut-être que si vous voulez peut-être un peu conclure, peut-être passer peut-être des conseils aux entrepreneurs ou aux salariés ou aux ouvriers. Le conseil que j'aurais donné, moi, du coup, c'est que tout le monde écoute ton podcast, en fait. C'est tout. Donc, moi, j'aurais envie de te dire merci, en tout cas, pour la chance que tu nous donnes aussi aujourd'hui, parce que concrètement, ça crée aussi de la visibilité aussi pour nos entreprises respectives. Donc, et puis, comme tu sais, on apprécie venir à ton mic. Donc, on est là. Et c'est pas fini. Exactement. Donc, un grand merci. Je te rejoins, merci William, et il y a beaucoup de personnes que j'admire dans la construction avec toute l'énergie qu'elles mettent au profit de la construction, et tu fais partie de ces personnes-là où je me dis c'est trop chouette quoi, de mettre en place toutes tes initiatives. Et non, un conseil que je pourrais donner, c'est allez-y, gardez l'humain au cœur de votre communication, surtout dans la construction. Je pense que l'humain est hyper important. Voilà ce que j'aurais à dire. Et finalement la partie vidéo, je pense que c'est aujourd'hui dans les temps
tendance, faire des vidéos. Finalement, on ne demande pas maintenant des vidéos hyper travaillées. On peut faire des courtes vidéos spontanées qui fonctionnent très bien. Donc ça prend du temps, mais pas autant parfois qu'on peut l'imaginer. Il y a plein de choses qui sont possibles avec pas énormément de budget quand on démarre. Ok. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est surtout merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. On essaye un peu de se challenger sur ces sujets-là, c'est vraiment cool. On mettra aussi en description les liens pour rejoindre aussi vos sites internet, vos réseaux. Et puis après, aux gars, je pense que la plupart des gens qui me connaissent un peu, ils savent ce que je pense. Hein, c'est toujours on va de l'avant, on essaye d'être un peu progressiste sur ces sujets. Et puis on va continuer d'avancer, on va continuer à faire du contenu, on va continuer à parler de béton, de construction. Là, on a été sur un autre sujet là aujourd'hui, mais dès demain ça recommence. Et puis voilà, donc vraiment je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir échangé avec moi, c'était vraiment cool. Et puis voilà. Merci Will. À très bientôt. Et cher Edouard, t'as quelque chose à dire ou quoi? Rien? Tout s'est très bien passé. À très bientôt.